Ok, un petit podcast à chaud. On va parler de méthodes, de framework, de templates, de hacks. Comment t'en servir concrètement? Parce que ça foisonne sur Internet. Tu vois des formateurs, des coachs qui te disent qu'ils ont mis en place telle méthode et que ça a fait exploser leur business. Et tu as probablement déjà essayé de récupérer ces méthodes, ces templates, ces frameworks, et finalement, ça marchait pas aussi bien que pour eux. Et j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui. Parce qu'il y a une vraie possibilité d'exploiter ces frameworks. Alors, je vais utiliser le mot framework voilà, pour pas chaque fois dire framework, méthode, ça. Donc, pour exploiter ces frameworks, il y a une vraie possibilité, parce qu'il y a une mine d'or. Hein. Je veux dire, l'information, elle est là, elle est disponible. Il y a tout ce qu'il faut sur le web pour apprendre ce dont tu as besoin, pour mettre en place le système qui te permettra d'obtenir les résultats que tu veux. Je te la refais pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'en servir. Si tu as déjà vraiment, et je suis sûr que c'est le cas, consommé des tonnes de frameworks, tenté de les appliquer, sans les résultats, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui, et comment les rendre utiles. Donc pour ça, je vais te faire une petite métaphore, toute simple. On va prendre la métaphore de la rivière, d'accord? C'est une belle métaphore naturelle. Les frameworks sont le cours d'eau, le lit, pardon, le lit de la rivière. D'accord, donc le fond de la rivière, la tranchée là, et il faut mettre quelque chose dans cette rivière. Donc déjà le framework, tu vois, si tu prends un expert qui va suivre une checklist ou le framework, ça va lui rappeler, ça va lui mettre un focus, dire voilà ce qui est important. Donc on va se concentrer là-dessus. Ça peut être une checklist qui sert à vérifier qu'on n'a rien oublié. Ça peut être un framework qui dit il faut aussi que je pense à ça. Ça peut générer des idées, un brainstorming. Voilà, c'est un petit outil qui permet de se concentrer sur les bonnes choses au bon moment. Et évidemment, ce framework est utilisé par une personne, par un individu. Et un individu, qu'est-ce qu'il fait pour utiliser le framework? Il utilise ses propres modèles. Un modèle, si je te dis un chien, dans ta tête, tu as une représentation du chien selon les 5 sens, le VACOG, d'accord, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et tu te représentes le chien. Et même, il y a encore d'autres modèles. Par exemple, tu vois, comment tu te représentes le mouvement, par exemple. C'est pas un sens en soi, le mouvement. Alors, on pourrait, peut-être, c'est un énième sens. Je suis pas psychologue. Mais on se représente le chien, on peut imaginer quel bruit il fait, comment il se déplace, quelle gueule il a. On peut imaginer différents types de chiens. Donc, tu as un modèle. Et quand je te dis chien, peut-être, je sais pas, toi tu penses à un berger allemand, moi je pense à un boxer, il y en a d'autres qui vont penser à un teckel ou je sais pas quelle autre race de chien. On a tous un modèle qui est sensiblement différent du terme chien. Et c'est valable pour tous les modèles. Chaque chose que tu observes autour de toi, quelque chose que tu penses, c'est un modèle. D'accord? Je te dis boîte aux lettres, tu vas avoir une boîte aux lettres. Encore une fois, moi la mienne, je la vois verte. Évidemment, je peux reconnaître des boîtes aux lettres d'autres couleurs. Et une boîte aux lettres, je peux te demander de quelle forme elle est. Tu vas me dire, c'est un cube. D'accord? Et donc le cube, c'est aussi un modèle. Et donc on a les modèles qui se construisent les uns sur les autres. Bref, tout ça pour te dire que chaque individu a une construction de la réalité qui est sensiblement différente. Et donc, quand on reprend l'idée du framework face à l'individu, cet individu-là va utiliser ses propres modèles pour implémenter le framework. Donc, comme je disais avant, le framework, c'est ce qui te donne une guideline, c'est ce qui te donne une direction, c'est le lit de la rivière. On dit concentre-toi dans cette direction, fais ces choses-là. Et la manière dont la personne qui suit le framework va interpréter chacun des éléments, eh bien, c'est grâce à ces modèles. Donc, tu prends le même framework, tu le donnes à quelqu'un d'autre, évidemment, l'output sera totalement différent. Tu me suis? Donc, ça peut paraître évident, hein, d'accord, mais pourtant, ce qui est important là, c'est d'observer qu'est-ce qu'on fait, tu vois, parce qu'on est tous à dire tiens, il me faut un template pour ce truc. Alors moi, je suis le premier là. J'ai eu cette idée de podcast un petit peu à l'arrache parce que je suis justement en train de récolter quelques templates parce que c'est utile. Le truc, c'est ce que je veux vraiment on va comprendre, c'est comment utiliser ces templates, ces frameworks. Bon, comment faire en sorte que ça fonctionne. Si tu prends donc comme je dis, les frameworks c'est le lit de la rivière et les modèles c'est l'eau de la rivière. Donc si t'as pas les bons modèles, tu peux avoir le lit de la rivière que tu veux, il y aura pas d'eau, ça va être sec. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que si tu
Si tu vois qu'un modèle ne fonctionne, qu'un framework ne fonctionne pas, aller chercher un autre framework ou une autre méthode, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Et donc, tu vas changer une méthode à la fois, méthode 1, méthode 2, méthode 3, framework 1, framework 2, framework 3, checklist 1, checklist 2, checklist 3. Ça marchera pas. Parce que ton problème, c'est pas que t'as pas le bon framework, c'est que t'as pas les bons modèles. Ça peut paraître évident, mais justement, le but, c'est que ça le soit. Donc, si, comment? On va voir après comment développer ces modèles. Donc, le truc, c'est que si tu prends les deux scénarios, t'as, dans un cas de figure, quelqu'un qui n'a pas les modèles mais les frameworks, et dans l'autre cas de figure, quelqu'un qui a les modèles et pas de framework. C'est celui qui n'a pas de framework qui va avoir beaucoup plus de résultats. Celui qui a les modèles et les frameworks, celui-là gagne sur les deux autres, pour autant que ce soit les bons frameworks. Parce que là, le framework agit comme un amplificateur sur les modèles. D'accord? C'est assez geek mon truc, mais mais voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, parce que je la vois jamais arriver, je parle de ça parce que je vois personne, mais quand je dis personne, c'est personne poser cette question, c'est qu'au lieu de dire ok, c'est quoi la méthode, comment faire, la bonne question c'est quels sont les modèles à développer, quelles sont les connaissances dont j'ai besoin pour pouvoir faire ça. Tu vois, et là où j'ai envie de créer une résistance, c'est quand tu vois la promesse d'un formateur ou d'un coach qui te dit que sa méthode, elle a changé son business. J'aimerais que la prochaine fois que tu repenses tu vois ça, tu repenses à ce que je dis en mode, ok, c'est la synergie entre son framework et ses modèles qui ont produit les résultats. Et que le 80% du résultat, c'est ses modèles et le 20%, c'est ses frameworks. D'accord? Et c'est quand tu acceptes ça, que tu te détaches des promesses qu'on peut te faire, que tu deviens résistant à toutes ces conneries qu'on peut entendre partout à gauche, à droite. Parce que tu comprends que la seule et unique chose qui compte finalement, c'est ta compétence. Que ce soit sexy ou pas comme idée, c'est la réalité. Donc, ce que tu veux, c'est développer tes modèles. Et on ne développe pas ces modèles en allant sélectionner des frameworks. On développe ces modèles d'une autre manière. Un modèle, c'est, comme je disais avant, une représentation de la réalité. Donc, si on reprend l'exemple du chien, d'accord ? Si je te file un framework qui te permettrait de reconnaître un chien, alors que t'as pas écrit le truc, les quatre pattes, des poils, machin et tout, ah ben tiens, tu vas voir un chat, tu dis, ah ça a l'air d'être un chien, d'accord ? Si d'un coup tu vois un bouc, ah ça aussi c'est un chien, tout ce qui a des poils, des pattes, des oreilles, c'est un chien. Comment tu fais pour te dire, aucun framework ne va t'aider à comprendre ce que c'est un chien, ou ce que c'est le goût de la cannelle, ou comment faire du vélo. La seule manière qui va fonctionner, c'est d'observer une race de chien et que quelqu'un te dise, ça c'est un chien. Et, ah ok. Donc, tu vois un gros boxer, ok, les chiens sont là, ils ont les oreilles qui pendent, ils bavent un peu partout, machin, mais ils sont tout gentils, tout patou. Et puis tu croises un Yorkshire, et puis tu dis c'est quoi ce truc ? Et on va dire c'est un chien. Non, mais le chien c'est le boxer là, c'est ce truc, enfin c'est ce chien là, tu vois. Non mais ça aussi c'est un chien. Bon, pourtant ça fait pas la même taille, ça fait pas le même bruit, c'est casse-couille, d'accord ? Je vois, et donc t'as une mise à jour de la réalité en mode ok, donc c'est plus complexe que ce que je pensais. Parce que souvent on a des conseils ultra simplistes. Et notamment, j'invite autant, on parle beaucoup de Alex Hormozy en ce moment. Tout le monde est là à répéter ses conseils, tu vois, sur les réseaux, ça est presque pénible. Genre l'offre irrésistible, machin. Et en réalité, ces conseils, alors c'est bien ce qu'il fait, mais il donne des conseils extrêmement simplistes. Le business, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est bien, ça sert de guide, ça sert de framework ce qu'il fait, mais il le dit lui-même. Compétence qui fait la différence. Tu lis ces bouquins sur comment créer une offre ou comment acquérir des leads, ça va pas te donner la compétence pour faire ça, ça va te donner le framework, d'accord ? C'est très très différent. Donc quand tu consommes du contenu, tu consommes des frameworks. Quand tu consommes ce contenu, alors j'essaie de créer un modèle en ce moment, enfin un début de modèle, esquisser un modèle parce que je suis pas en train de te donner des étapes, mais que toi tu vois les choses différemment et que tu changes le cours de tes actions. Donc voilà, donc du coup,
je disais quoi? Donc on développe un modèle par observation et par ce qu'on appelle en anglais contrasting case. Comment on pourrait le dire en français? C'est les cas distincts ou les cas contrastés. C'est-à-dire, tu vois un chien de telle race, un autre chien d'une autre race, puis quand tu as vu 40 races différentes, eh bien ton modèle de chien s'est développé. Et si t'es par exemple un expert, je sais pas, tu tiens un chenil ou un truc comme ça, bah tu vas comprendre les différentes races. Donc tu as vraiment des nuances qui sont bien plus profondes que la plupart des gens, ce qui fait de toi quelqu'un qui est plus compétent à comprendre les chiens. Donc du coup, à ce moment-là, on peut te mettre en place des frameworks pour dresser tel ou tel type de chien, et tu comprendras parce que tu auras les modèles, parce que tu comprendras intuitivement comment un chien, comment telle race de chien se comporte de telle manière. Et avec le business, c'est pareil. Je veux dire, comprendre une offre, c'est quoi? C'est être exposé à des milliers d'offres différentes, voir leurs résultats, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et développer une intuition autour de ça. Donc là, tu développes tes modèles. Et ensuite, quand on te présente un framework pour créer une offre, tu comprends les nuances mieux que n'importe qui d'autre. Donc, et ça, il y a très peu de monde qui le fait, et il y a une vraie opportunité ici de te démarquer, de développer une compétence, c'est que au lieu de passer ton temps à consommer des contenus qui t'expliquent comment faire, tu vas faire quoi? Tu vas passer ton temps à observer des modèles, à observer l'objet que tu cherches à apprendre encore et encore et encore. Si tu veux apprendre le copywriting, tu vas observer des textes de vente, tu vas analyser des textes de vente. Ceux qui font ça vont beaucoup plus loin que ceux qui se contentent de lire. Par exemple, il y a des super livres comme Breakthrough Advertising, Adweek Handbook Copywriting de Joe Sugarman que je conseille. Du même type, il y a aussi Bly qui a écrit un bouquin là-dessus. Bref, ce que je veux dire, c'est que tu peux consommer ces bouquins, tu peux consommer ces contenus, mais ce qui va vraiment te fournir les modèles, ça va être l'observation et la réflexion. Donc, l'observation, tu peux créer en fait une expérience, tu peux le faire toi-même, ou alors tu peux observer quelqu'un d'autre le faire, et ensuite tu réfléchis là, tu dis, ok, quelles sont les idées, quels sont les principes, les choses que je vois se répéter, les patterns, les schémas. Et comme ça me permet de développer mes modèles pour comprendre la réalité, pour interpréter la réalité. Parce que la réalité, elle est complexe. Finalement, c'est une grosse soupe de machins intercosmiques qui s'entrelacent tels des spaghettis quantiques. Et nous, pauvres humains, avec notre cerveau de primate, on a beaucoup de mal à interpréter tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des raccourcis. On développe des modèles qui nous permettent d'évoluer dans cette soupe de spaghettis quantiques. Voilà, c'est absolument scientifique comme explication, évidemment. Mais tu vois, et donc du coup, on développe ces modèles. Et ces modèles-là s'affinent au fur et à mesure où on observe cette réalité. Pas au fur et à mesure où on collectionne les techniques et les frameworks. C'est ce truc-là. Ça paraît bête et con, mais combien le font? Tu fais ça pendant 6 mois sur ta compétence. D'accord? Par exemple, moi, mon expertise centrale, c'est la stratégie. Donc, je fais quoi? Je passe mon temps à aller observer comment les business fonctionnent, quels sont les différents éléments. Déjà, qu'est-ce que c'est une stratégie? Mon modèle mental de la stratégie est très différent du commun des mortels. Et je vais observer des business dans différentes industries pour dire, ah bah tiens, cette industrie-là, ils font comme ça. Je sais pas si j'ai remarqué, chaque industrie a ses standards. Tu vas dans l'industrie de la construction, tout ce qui est dans la construction, l'organisation, ça fait pas partie de leurs standards. Tu vois, c'est le bordel, ils respectent pas les deadlines. Pour eux, c'est normal de mentir sur les délais, de raccourcir les délais, et puis ensuite, tu calcules dans ta marge, le client sera pas content, il va casser les couilles, et donc du coup tu vas lui faire un petit prix pour les merdes qu'il y a eu. Ça, c'est leur standard à eux. Donc tu vois, donc chacun a ses propres standards. Dans notre industrie, on a aussi nos propres standards. Et en voyant différentes industries, différents types de business, tu vois, pas que des business de la même catégorie, parce que tu observes que des business dans l'infobusiness, tu comprendras pas les nuances. Parce que c'est les nuances, les différences. Contrasting case, dans contrasting case, il y a contraste. Donc c'est dans les différences. Tu vois, encore une fois, si je reprends l'exemple des chiens, si tu observes et que tu vois pendant 10 ans que des bergers allemands, ben tu penseras que tous les chiens se ressemblent à des bergers allemands, et le jour où tu croises un teckel, tu vas te dire, c'est quoi ce machin? Tu vois? Et donc c'est quand tu comprends la différence entre un teckel et tu vois, les similitudes et les différences, que tu arrives à extrapoler le modèle chien, à dire, bah, chaque fois que je croise un chien, j'arrive à reconnaître. Maintenant, même si tu croises les nouvelles races de chiens que tu connaissais pas jusqu'alors, tu vas dire, ok,
dans l'ensemble, ça a l'air d'être un chien. Donc, ça ressemble à un chien, donc c'est probablement un chien. Alors, par contre, si t'en vois un qui, je sais pas, un teckel, mais avec des ailes, tu te dis, ce truc-là, c'est un peu chelou. Donc, dans mon modèle, il n'y a pas d'ailes. Les chiens n'ont pas d'ailes, tu vois. Donc, si tu commences à voir des races de chiens maintenant qui ont des ailes, tu te dis, ah ben tiens, certains chiens ont des ailes. Donc, c'est quand même des chiens. C'est des chiens ailés, voilà. Donc, je pense plutôt que c'est que t'as pris des trucs qu'il faudrait pas prendre, mais en l'occurrence, mais tu vois l'idée. Et donc, le fait de réfléchir comme ça en développant ces modèles, ensuite, tu peux aller choisir les frameworks que tu veux. Et là, c'est open bar. Parce que tu arrives, tu dis, ah tiens, je comprends les modèles en persuasion. J'ai fait un post aujourd'hui sur X, je parlais de ça. Je dis, mais en persuasion, il y a deux grandes phases. Pour moi, en tout cas, ma manière d'approcher ça, c'est que la première phase, c'est d'élever le désir en démontrant la valeur. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a quelque chose que les gens convoitent et je me pavane un petit peu sans en avoir l'air pour élever le désir, tu vois. Tu vois, je vais pas donner des conseils, je vais dire, regardez mes résultats. Et ensuite, la personne va dire, putain, comment t'as fait? Et là, à ce moment-là, il est intéressé. Et donc, on passe à la phase 2. Et la phase 2, c'est l'inaccessibilité, c'est la privation, c'est-à-dire, hey, en quoi t'es digne, tu vois, enfin, tu le dis pas comme ça, mais je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à donner des conseils. Ou même, c'est là que tu peux dire, écoutez, moi je donne pas de conseils gratuitement, c'est comme ça que je fonctionne. On prend un certain temps, on se met un appel d'1 heure, 2 heures, 3 heures pour régler ce problème. C'est comme ça que je procède et à tel prix. Et si la personne elle est là, ouais, non, mais va te faire foutre, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as les deux aspects. Donc le premier aspect, élever la valeur perçue, et le deuxième aspect, c'est faire en sorte que disqualifier, c'est de montrer que t'es pas si accessible que ça et que c'est à lui de prouver sa valeur. Parce que toi, t'as prouvé la tienne, maintenant, à lui de prouver la sienne. Et au lieu d'être en train d'essayer de convaincre de ta valeur, de dire oui, mais je peux, non. Celui qui essaie de convaincre, c'est celui qui a qui a pas le couteau du côté du manche, tu vois. Donc, bref. Et donc ça, c'est les principes de persuasion. Mais après, un principe de persuasion, il y en a d'autres. Après, tu peux aller sélectionner des méthodes. Je dis, tiens, j'ai besoin de faire un closing, du closing, j'ai besoin de faire du copywriting. J'ai déjà les bases. Je comprends les grandes lignes, la persuasion. Alors, évidemment, il y a des modèles plus spécifiques à développer si tu fais du copywriting ou du closing. Dans la pratique, c'est relativement différent, même si les trames sont similaires. Tu vois, il y a par exemple une différence fondamentale entre le copywriting et le closing, c'est que le copywriting, l'avantage du copywriting, c'est que tu peux vraiment aller parler de ces tabous inavoués, mais vraiment dans des détails limite gore, d'accord? La personne, elle est face à un texte, elle s'en fout, tu vois, elle lit ça, elle dit, à la limite, ça me concerne pas, ou si ça la concerne, il y a personne pour l'avoir. Par contre, si tu commences à parler des tabous de la personne au téléphone, en closing, de la même manière que tu en parlerais sur une page de vente bien sale, je te garantis que ça va pas le faire. Par contre, l'avantage du closing, c'est que tu peux traiter les objections à la volée. Ce que tu peux pas faire en copywriting, tu dois connaître les objections à l'avance. Donc, tu vois, dans la pratique, il y a des différences qui font que ça s'applique pas de la même manière. Par contre, les principes derrière sont exactement les mêmes. Et ces principes-là sont les modèles, et puis la tactique sont plus au niveau des frameworks, justement, des guidelines. Et ce qui est merveilleux, c'est quand tu développes une compréhension globale, eh bien les frameworks derrière, tu peux t'en servir et obtenir des résultats même supérieurs à ceux qui les vendent. Voilà, j'espère que ça t'a stimulé intellectuellement, émotionnellement, que ça t'a inspiré à davantage développer tes modèles et ne pas courir après. Parce que le truc, ce qui est génial, je vais terminer là-dessus, c'est que quand tu as développé les bons modèles, t'as pas besoin d'acheter des formations à 5000 balles. Tu vas sur YouTube et tu prends un truc et tu l'implémentes. D'accord? Alors évidemment, quand il y a des grosses transformations à faire, tu veux un mentor, tu veux un coach, où là il va t'encadrer, il va t'aider. Un bon coach, il va t'aider à développer tes modèles plus que tes frameworks. Il va te donner les templates, mais derrière il va t'expliquer comment t'en servir et il va te donner du feedback pour que tu développes les bons modèles. Donc ça, ça a beaucoup de valeur. Payer pour quelque chose, ça te donne une motivation. Maintenant, c'est un petit peu impopulaire comme idée, mais payer ne suffit pas à combler une lacune de motivation. C'est-à-dire que si tu procrastines, c'est pas prendre un coaching à 10 000 balles qui va résoudre le problème. Sur le court terme, ça va te donner un boost, mais très rapidement, tu vas retomber à ton même niveau de motivation, parce que plus l'investissement est loin dans le temps, moins tu en souffres. Après, si tu fais un paiement mensuel, c'est autre chose. Le truc, souvent, ce qui se passe, c'est que dès que ça devient trop dur,
Tu veux dire, sans le coach, c'est dur. Donc, tu as la friction d'avancer qui est là. Avec le coach, tu as la friction d'avancer. Bon, il te rassure, il te donne de la certitude en disant, vas-y, fais ça. Parce que souvent, le problème, c'est l'incertitude. Le problème, c'est que tu le payes 1000, 1500, 2000, 2500 balles par mois. Et donc, la friction, elle est là. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça, je le vois systématiquement, les clients, le moment où où vraiment le coach peut changer leur vie, où vraiment leur coach peut les aider à passer à l'étape suivante, c'est le moment où ils arrêtent. Parce qu'ils répètent leur pattern. Et toi, en tant que coach, en tant que consultant, le client, il dit, écoute, j'ai bien envie de te payer, j'arrête là. Tu peux essayer de traiter l'objection et le maintenir et lui expliquer ça. Mais dans la plupart des cas, il va s'en aller dans la nature. Il n'a pas forcément quelque chose contre toi, c'est juste que dans sa tête, il est parti sur une autre idée, ou alors il se rend compte qu'il s'est convaincu qu'il n'en a plus. Alors que c'est exactement là où il en a besoin, parce que souvent, c'est ce qu'on fait, comme ce qu'on fait toujours, c'est au moment où il va y avoir un pivot dans la vie, on a une sorte de schéma un déclencheur qui fait qu'on revient à notre condition initiale. C'est vraiment c'est de l'homéostasie, d'accord. C'est comme un thermostat qui va réguler. Tu vois, on a ce qu'on appelle les standards. Donc, tu as un standard de vie. Et dès que, mettons, je sais pas, t'as sûrement un chiffre quand tu penses à ton compte en banque. Si tu es en dessous, tu vas stresser, il faudra remonter la barre. Et si tu es en dessous, tu dis ouais, c'est bon, je peux m'acheter une nouvelle télé, je peux m'acheter une nouvelle voiture, je peux m'acheter un nouveau yacht. Enfin, peu importe, chacun à son niveau, d'accord. Et il y a pas de stress. Mais après, quand t'as commencé, tu vois, genre souvent c'est début du mois, on vit comme un roi, fin du mois, on vit comme comme un SDF, quoi. Donc il y a beaucoup de salariés qui ont ce cycle-là à cause justement de, tu vois, cette régulation au standard. Et donc quand avec le coaching tu arrives à la limite de ce standard, il y a cette boucle de régulation qui s'enclenche. Et là, la réaction automatique, c'est OK, je vais arrêter avec mon coach. Et inconsciemment, il comprend pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Consciemment, il va rationaliser en mode, je dois me concentrer sur une autre opportunité. J'en ai plus besoin. J'ai tiré ce que j'avais besoin du truc. Alors qu'en réalité, il sait pas ce qu'il sait pas, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai une nouvelle approche maintenant avec le consulting, mais j'aurai l'occasion d'en parler. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet. Ici, c'était vraiment modèle versus framework. Développe tes modèles, passe ton temps à observer. Tu vois, moi, c'est la stratégie. D'ailleurs, je te conseille aussi d'étudier la stratégie. Ça, c'est très, très puissant. Et c'est le copywriting, étudier des pages de vente. Si tu fais de la publicité Facebook, la même chose, étudie des ads Facebook, le copywriting qu'il y a dedans. D'accord, si c'est du closing, et trouve-toi des enregistrements de closing et écoute ces enregistrements. Ça va t'apporter beaucoup plus que n'importe quel bouquin. Et évidemment, pratique. Il y a un dernier point là-dessus, c'est qu'on ne développe pas ses modèles, donc son expérience, son expertise, en pratiquant. Ça, c'est faux. On développe en réfléchissant sur sa pratique. Parce que si tu fais les choses, combien d'erreurs tu es en train de répéter? Tu vois, je veux dire, si tu as sûrement des années que tu travailles à faire quelque chose et tu bloques à un palier. Et tout d'un coup, bam, tu exploses ce palier et tu bloques à un autre palier. Le truc, c'est que le moment où tu exploses, c'est le moment où tu as un déclic et que tu comprends quelque chose qui fait que tu arrêtes de reproduire la même erreur. Mais tant que tu réfléchis pas, tu reproduis encore et encore la même erreur. Erreur. Et d'un coup, demander, ok, ça c'est une erreur. Tac, déclic, j'arrête de la faire. Souvent, les déclics, ils viennent avec le problème, c'est qu'à un moment donné, l'erreur, elle empire la situation jusqu'à ce que tu arrives au bord du ravin, et là, tu dis, j'ai plus le choix, et j'y vais. Et donc, bim, là, t'as un déclic, et tu passes à la phase suivante, et tu atteins un nouveau palier, et là, c'est un nouveau paradigme de nouveau à changer pour passer au palier suivant. Donc, c'est réfléchir sur sa pratique qui développe les modèles. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je suis sur Apple, sur Amazon, sur Spotify. J'ai aussi une liste email. Et puis surtout, partage en masse ce podcast si tu penses que j'apporte plus de valeur que la concurrence. Moi, je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.